8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. L'industrie automobile marocaine accélère sa percée avec plus de 250 équipementiers installés sur le territoire national. La production locale atteint des records. Une success story fruit d'une politique industrielle ambitieuse à laquelle nous nous intéresserons dans ce journal. Berkane transforme son paysage urbain. Des projets tous azimuts redessinent le visage de la ville. Infrastructures routières, éclairage et espaces publics sont réinventés. Une métamorphose qui va bon train au plus grand soulagement des habitants. Un réveillon en bord de mer sous 20 degrés, c'est ce que promet Saïdia à ses hôtes. La Perle Bleue draine les arrivées des internationaux en cette période de fin d'année. Un rush qui fait le bonheur des hôteliers et restaurateurs. Bonsoir. D'abord, ce rappel de la séance de travail présidée lundi au Palais Royal à Casablanca par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une séance de travail consacrée à la question de la révision du Code de la famille. Il intervient après que l'instance chargée de la révision du Code de la famille a soumis à Sa Majesté le roi, suite à la fin de sa mission dans le délai imparti, un rapport comportant plus de 100 propositions d'amendements et après que Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin a bien voulu saisir le Conseil supérieur des oulémas concernant certaines propositions relatives à des textes religieux au sujet desquels le Conseil a émis un avis légal. Cette séance de travail a été marquée par les exposés présentés devant le souverain et respectivement par le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, en sa qualité de membre de l'instance chargée de la révision du Code de la famille, ainsi que par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, a exposé en sa qualité de membre du Conseil supérieur des oulémas. Pour en faire le débrief, j'ai avec moi, comme tous les dimanches, notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aussitôt dévoilées, les premières des 139 propositions d'amendement de ce projet de réforme holistique ont suscité une large adhésion sociétale. Aujourd'hui, les contours de ce nouveau texte juridique se précisent et l'heure est à l'étape législative. Un défi pour le gouvernement d'élaborer le texte final de ce nouveau code de la famille dans les plus brefs délais? C'est un gros dossier. Il s'agit de la réforme du Code de la famille de 2004, donc 20 ans après. C'était important de faire le point compte tenu des insuffisances observées dans l'application de ce Code de la famille. Le souverain a pris en main ce dossier, vous le savez. Il a donné donc mandat à une commission qui devait remettre son rapport. C'était à la fin mars 2024. Le souverain a reçu les propositions de cette commission consultative et il a transmis ce texte-là donc au Conseil supérieur des oulémas. Pourquoi le Conseil supérieur des oulémas? Compte tenu des références religieuses qu'il y a forcément dans le Code de la famille. Il y a eu la séance royale à laquelle vous avez fait référence lundi dernier, donc en présence des membres de la commission. Et sur ce plan-là, le souverain a pris acte des 139 propositions faites par cette commission consultative et il a donné des instructions qui sont de deux ordres. D'abord, le respect du référentiel religieux, mais en même temps, la réponse apportée à la société, à ses problèmes. Deuxième orientation, il a demandé au gouvernement de présenter les projets de textes législatifs afférents à cette réforme dans des délais raisonnables. Délais raisonnables, ça veut pas dire dans 3 ans. Ça veut dire que raisonnablement, on peut penser que ça sera au cours de l'année de 2025. Alors, ça doit prendre quelle forme? Ça doit prendre la forme de projets de textes législatifs. Et ça, c'est de la compétence du gouvernement. Cette tâche est confiée au gouvernement. Donc, sur ce plan-là, il y a des commissions qui vont travailler au niveau du gouvernement pour présenter un certain nombre de textes qui doivent être soumis au Conseil de gouvernement, puis ensuite présentés au Parlement, faire l'objet d'une délibération au sein du Parlement pour une adoption. Voilà le cheminement de procédure. Le problème de fond que vous avez posé,
Et le suivant, qu'est-ce que ces propositions, nous sommes toujours au stade des propositions, traduisent? Incontestablement, vous l'avez relevé, des avancées. Des avancées, notamment pour ce qui est du contrat de mariage comme seul lien d'union. Également l'âge légal 18 ans, mais 17 ans dans des cas très particuliers. Le droit de garde des enfants qui est désormais partagé. La valorisation du travail domestique, c'est extrêmement important. Et puis également la gestion des biens du couple pendant le mariage. Ça, c'est les avancées. Il y a eu, sur ce plan-là, un certain nombre de réactions nuancées. Je commence par les fortes réserves du Parti de la Justice et du Développement, le PJD, qui a publié un communiqué attirant l'attention sur le fait qu'il fallait veiller aux valeurs religieuses et aux valeurs authentiques de la société. Donc ça, c'est une première observation. Deuxième réaction, si je puis dire, pour le classer les réactions, la réaction de l'USFP, du PPS et du PAM, qui salue une vision qui considère comme progressiste et égalitaire. Une autre réaction à relever, c'est celle du Rassemblement national des indépendants, le parti du chef du gouvernement, qui a appelé à ce qu'il y ait un ijtihad constructif, suivant d'ailleurs les recommandations royales, c'est-à-dire une interprétation de la charia, mais de manière constructive et non pas de manière scripturaire et figée. J'ajoute encore une autre réaction, celle du parti de l'Istiqlal, parti conservateur sur ce plan-là, avec un référentiel religieux, vous le savez, qui appelle, avec le mouvement populaire d'ailleurs, ils font montre de prudence. Ils soutiennent, ils saluent les propositions, mais ils appellent à beaucoup de prudence. Ils appellent à une réflexion sereine et éclairée. Ça prouve bien qu'il y a donc une gradation. Et puis, il y a, les deux partis soulèvent deux dossiers de réformes sensibles, lesquels, c'est la réforme sur l'héritage, la réforme sur la filiation. Je finis par les mouvements féministes qui saluent eux aussi les avancées, mais qui posent un certain nombre de problèmes en disant que c'est encore de l'inachevé. Voilà un débat de fond. Voilà un débat de fond qui est un débat de société qui va sûrement polariser la vie politique nationale au cours de l'année 2025. Alors cette fin d'année 2024 signe pour le Maroc l'épilogue de sa mission à la présidence du Conseil des droits de l'homme, un mandat riche en réalisations et en initiatives novatrices accompli par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Office de l'ONU à Genève, M. Omar Znebal. Quel bilan de la mission du Maroc à la présidence de ce prestigieux organe onusien? D'abord, il faut rappeler la consécration de notre diplomatie, illustrée en janvier dernier à Genève par l'élection de notre ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève, donc M. Omar Znebal, qui a été élu avec une majorité de 30 voix contre un candidat de l'Afrique du Sud qui n'a eu que 19 voix. Donc déjà, une première consécration diplomatique. Le bilan est important. D'ailleurs, il l'a présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a quelques semaines, où il a d'ailleurs été reçu par le secrétaire général de l'ONU. C'est un bilan important parce que notre ambassadeur s'est préoccupé de thématiques clés. Il l'avait dit d'ailleurs, et ça s'est fait. Quelles sont ces thématiques? Première thématique, c'est l'évaluation de l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits de l'homme. Il y a eu une réunion à ce sujet, ça pose des problèmes éthiques qui a été débattu, et donc c'était important d'en parler. Deuxième bilan à son actif, la question des changements climatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impact environnemental sur la vie des populations pose un problème de droits de l'homme, et ça pose problème de la protection des droits de l'homme. Troisième élément dans ce bilan, c'est l'égalité genre. Notre ambassadeur a réussi à mettre sur pied un conseil consultatif sur l'égalité genre au sein du Conseil des droits de l'homme de Genève. Il y a eu un certain nombre de discussions utiles à ce sujet. Enfin, dernier élément, à l'actif de notre diplomatie à Genève, c'est le Maroc a partagé avec les autres membres, la cinquantaine de pays présents, donc qui sont représentés à ce Conseil des droits de l'homme,
les conditions dans lesquelles il avait opéré la justice transitionnelle. Et il y avait un agenda, c'était le 20e anniversaire de la création de l'instance Équité et Réconciliation. Et ça a fait l'objet d'un séminaire important au Palais des Nations à Genève. Enfin, un dernier point, notre ambassadeur s'est préoccupé des violations inacceptables du droit international humanitaire. Donc, vous voyez que sur ce plan-là, nous sommes encore en première ligne et c'est une diplomatie humanitaire sur le renforcement des droits de l'homme. Et à l'échelle nationale, le professeur, l'année qui s'achève a inauguré une nouvelle ère pour l'industrie du cannabis au Maroc. Cette filière légale à haute valeur ajoutée pour l'économie nationale est portée par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC, qui a d'ailleurs tenu jeudi dernier la réunion de son conseil d'administration consacré à l'état d'avancement des réalisations techniques et financières au titre de l'année 2024, mais également au plan d'action 2025. Que doit-on en retenir? C'est un bon exemple d'une agence qui a été mise sur pied rapidement, qui fonctionne bien. C'est assez rare peut-être pour que ça soit souligné. Voilà quelque chose, c'est-à-dire que quand on veut, quand il y a du volontarisme, on arrive à remettre sur pied une agence importante donc pour les problèmes du cannabis. Le conseil d'administration a validé le bilan 2024 et fixé les perspectives 2025. L'année a été marquée par l'adoption de procédures réglementaires. Il faut beaucoup de textes, évidemment, sur l'usage des semences. Il y a également la problématique de la mobilisation des offres de financement, parce qu'il s'agit de projets d'investissement, donc il faut mobiliser des ressources financières dedans, mais aussi à l'international. Et puis également, un autre aspect, c'est la prospection de nouveaux marchés. C'est un produit exportable. Et comme c'est un produit exportable, il faut des marchés, il faut donc des marchés potentiels, et un travail qui doit être fait. Pour le bilan 2024, j'ajoute simplement ceci. Il y a eu 3300 autorisations qui ont été données. 80% c'est des agriculteurs qui en ont profité. 20% c'est des opérateurs économiques, notamment pour ce qui est de la transformation, ce qui est de la commercialisation, de l'exportation. Également la participation des coopératives, c'est important, c'est des coopératives, des sociétés, mais des agriculteurs personnes physiques. 2000 hectares ont été plantés, c'est extrêmement important, avec donc la participation de 189 coopératives et 1800 agricultures, donc l'implication des populations de terrain, etc. La production de 2024 a été de 4000 tonnes, 2700 tonnes pour ce qui est de la semence qu'on appelle Bildia. C'est important parce que c'est un produit de qualité, et 1300 restants des semences importées. Un mot pour finir, c'est un écosystème qui se met en place, c'est un modèle économique porteur de développement, et c'est extrêmement important à relever. Je vous remercie, professeur Moustapha Shahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Et c'est un des fleurons des métiers mondiaux du royaume. Le secteur automobile affiche au fil des années des performances d'excellence. Au sommet des segments exportateurs, notre plateforme exporte vers plus de 74 pays dans le monde. 3e mondial derrière la Chine et l'Inde, notre écosystème automobile ne cesse de séduire les géants équipementiers profitant des avantages logistiques et commerciaux que leur offre le royaume, en plus de sa proximité géographique avec les donneurs d'ordre. Abdelhamid Jebran, Mohamed Jabri et Iman Ablou reviennent sur l'expansion de ce hub industriel. Le concept Made in Morocco est devenu un pilier de la croissance et du développement du Maroc. Au cœur de cette dynamique, l'industrie automobile, qui se distingue par son essor rapide et sa contribution significative à l'économie nationale. L'automobile est le premier secteur exportateur réalisant un chiffre d'affaires estimé à plus de 92 milliards de dirhams, aidé en cela par l'arrivée de nouvelles marques et l'amélioration des infrastructures d'accès, ainsi que les fiscalités incluses dans la nouvelle charte de l'investissement. 2024 est l'année de tous les succès. Une production de plus de 700 000 véhicules, une présence de plus de 200 groupes de l'industrie automobile, un chiffre d'affaires de 15 milliards de dirhams. Le secteur est aussi pourvoyeur de pas moins de 220 000 postes d'emploi.
Nous avons inauguré notre première usine à Kenitra. Aujourd'hui, nous en sommes à 4, avec plus de 4000 employés et des performances remarquablement évolutives. Nous contribuons ainsi à l'essor des exportations marocaines des véhicules. En renforçant sa présence dans le secteur, le Maroc montre sa capacité à rivaliser avec succès sur la scène mondiale en matière de fabrication et d'exportation de véhicules. La consolidation de la position du pays en tant que pivot majeur de l'industrie automobile sur le continent représente un développement significatif d'un secteur devenu un booster de l'économie nationale. Sa Majesté le Roi a donné des orientations claires en vue d'inaugurer une nouvelle ère dans l'industrie marocaine. Une ère bâtie sur la souveraineté comme moyen et finalité à la fois pour renforcer l'écosystème industriel et répondre aux besoins du marché local, régional et mondial. Un environnement attractif. Le Maroc s'affirme comme une plateforme majeure de production et d'exportation de véhicules. Attirant des géants internationaux, le pays reste la destination privilégiée des investissements dans le secteur en raison de sa proximité avec l'Europe, des accords commerciaux existants et une infrastructure logistique efficace. Et à la une de l'actualité internationale, seuls 2 survivants dans le crash d'avion dans le sud-ouest de la Corée. 179 personnes ont perdu la vie. L'appareil transportant quelques 181 passagers au départ de la capitale thaïlandaise Bangkok se serait écrasé au sol à son atterrissage. Les 2 seuls survivants sont membres de l'équipage. L'accident est survenu aujourd'hui vers 9h locale. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne dans l'histoire du pays. Vaste campagne d'arrestation contre les fidèles de Bachar al-Assad en Syrie. En moins d'une semaine, près de 300 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité des nouvelles autorités. Des interventions menées à Damas et sa banlieue, mais également dans les régions de Homs, Hama, Latakia et même Deir ez-Zor. Des informateurs, des anciens services de sécurité du régime et des militaires figurent parmi les interpellés. Retour chez nous et pour cette fin d'année 2024, nos auteurs se dévoilent sous leur plus beau manteau blanc. Des flocons de neige enveloppent les sommets dépassant les 1800 mètres. L'épisode neigeux se poursuit ce soir et demain encore dans les provinces d'Azilal, Tinrir, El Haouz et Ouarzazate avec des hauteurs comprises entre 15 et 35 cm. Des conditions presque identiques prévues à Midelt, Taroudan, Bni Mellel et Ifrane où l'on devra enregistrer jusqu'à 10 cm de neige. Une belle poudreuse accompagnée de froid. Attention, le mercure sera en baisse à partir de ce soir et jusqu'au mercredi dans les provinces de Boulman, Midelt, Ifrane, Bni Mellel, Azilal, El Haouz, Tinrir, Figik et Ouarzazate avec des minimales de l'ordre de -5 à 1 degré. La pluie est également de la partie ce soir à Youssoufia, Hamna, Marrakech, Qalat Srarna, Chichawa, Stad Khouribga, Ben Slimane et Fre Ben Salah. Des averses orageuses balayeront ces provinces jusqu'à 23h ce soir. Gardez donc vos parapluies de sortie. Et cette vague de froid n'épargne pas la région de l'Oriental, Berkane plus précisément, où souffle visiblement un vent de renouveau. La ville fait l'objet d'un vaste programme de réhabilitation. Ses grandes artères et ses quartiers populaires s'offrent un coup de neuf. L'objectif est de dynamiser le paysage urbain et créer un cadre de vie plus agréable aux habitants. Pour ce faire, les autorités locales ne lésinent pas sur les moyens. Reportage Rachid Letabi, Youssef Mzani et Boukar Ben Breton. Camions, engins de déblaiement et autres machines sont en marche. C'est un grand chantier qui couvre les différents quartiers de Berkane et sa périphérie. Les travaux ont pour finalité de renforcer les infrastructures existantes, à embellir l'espace urbain et à améliorer le bien-être des habitants de la ville. Sur le terrain, les équipes en charge des différents projets s'attellent à la tâche.
Les projets s'inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation de la ville, concernant l'élargissement des principales artères, la rénovation des espaces publics et l'éclairage. Il s'agit aussi de réhabiliter certains quartiers populaires. Cela fait très plaisir. Berkane se refait une santé. Nous applaudissons les responsables pour leur engagement. Divers autres projets majeurs sont également en phase de réalisation. Le programme comprend également la réalisation d'un pont sur Oued Ouartas. Le projet permettra de relier Berkane aux autres quartiers périphériques de la ville, notamment le quartier Ouartas et celui de Ouawélout, qui concentre une forte population. Le taux d'avancement des travaux dépasse aujourd'hui les 50%. L'objectif est de garantir leur exécution selon le calendrier établi. Les travaux progressent à un rythme soutenu. Leur réalisation atteint aujourd'hui les 60%. Les 40 restants seront achevés dans les délais fixés dans le cadre du programme de réhabilitation de la ville. Cela concerne certaines avenues, les espaces verts et l'éclairage public. Le programme de réhabilitation vise à réaliser un développement durable de Berkane et à promouvoir la ville et sa région sur différents plans. Une mission qu'accompagnent plusieurs acteurs et partenaires impliqués dans l'exécution de ce projet. Et pas très loin de Berkane, je vous propose une halte à la Perle Bleue de l'Oriental, Saïdia, où l'ambiance est plutôt à la fête. Ces hôtels affichent complet et le centre-ville est particulièrement animé de visiteurs venus célébrer le passage à la nouvelle année. Derrière cet engouement touristique, toute une préparation logistique. Hôteliers et restaurateurs mettent le paquet pour séduire les visiteurs. Rachid Latsabi, Zakaria Moukhin Billah. Saïdia, la perle bleue de l'Oriental, ses atouts naturels et touristiques en font une destination privilégiée des touristes en cette fin d'année. Dans les hôtels, les préparatifs suivent leur cours pour accueillir les visiteurs. À la clé, des formules complètes alliant hébergement, activités de divertissement et animation. Pour cette période de fête, nous avons entrepris une nouvelle décoration de l'hôtel. Nos équipes ont été sollicitées pour orner l'unité et ses dépendances, à la fois pour les chambres, les restaurants et la réception. Tout cela dans le but d'accueillir nos clients dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La gastronomie est un atout phare de l'offre hôtelière. Cuisine marocaine, européenne ou asiatique, il y en a pour tous les goûts. La période de fin d'année coïncide avec des programmes variés concoctés. Un menu spécial est prévu pour les festivités du Réveillon, avec spectacles de musique, activités culturelles et artistiques. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons préparé de belles surprises à nos clients. Le menu comprendra des plats variés, chinois, italiens, français et bien sûr marocains. Saïdia, ce n'est pas une destination saisonnière. De nombreuses activités y sont programmées toute l'année. Sport nautique, virée en bateau, randonnée ou golf. Offrir une expérience exceptionnelle à l'occasion du Nouvel An, tel est l'objectif des unités hôtelières. Réhabilitation des routes, équipement des hôtels et des structures touristiques. Autant de mesures mises en place pour faire de Saïdia une destination touristique de premier plan. Et avant de vous quitter, on vous emmène là où la nature se dévoile dans toute sa splendeur. Je vous le disais, la neige en hauteur. Regardez ces paysages immaculés à Tinrir. Les chutes de neige offrent une vue imprenable sur les montagnes majestueuses. Des paysages hivernaux à couper le souffle. Et voilà, c'est sur ces belles images hivernales que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.